Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'Université de Mons pour le second volet du cycle sur les Vikings et la pop culture. Alors il y a quelques semaines, nos amis Julien et Romuald nous avaient régalé avec la première conférence qui était extraordinaire. On s'est amusé comme des fous et on a appris plein de choses. Et en fait, quand on a mis sur pied ce site, les copains nous ont dit il faut absolument qu'on invite Pierre Bristal, etc. Il était à la Sorbonne. Vous allez voir, il est vraiment chouette. Et Pierre Brice est là parmi nous, donc on est vraiment content de t'accueillir. Alors, je ne vais pas en dire plus sur qui tu es. Je vais laisser Romuald nous le présenter. Et puis, tu nous diras un mot sur cette chose, sur ce bureau. Voilà. Pierre Brice, sois le bienvenu à Mons et bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Bonsoir et merci Francesco de nous donner l'occasion de continuer de poursuivre ce cycle sur les Vikings, la mythologie nordique, etc. Donc je m'exprime aussi au nom de mon collègue Julien de Gueldre qui malheureusement est malade et ne peut pas être avec nous ce soir, ce qui est vraiment dommage parce qu'en plus c'est lui qui a été le porteur du projet, en tout cas du côté du service d'études nordiques. C'est mieux. Voilà, mais donc ce soir on a le plaisir d'écouter Pierre Bristal, donc, qui est un collègue qui nous vient de la Sorbonne à Paris. Pierre Brice est historien, il est spécialisé en histoire des religions. Je n'ai pas révisé, donc si je dis des bêtises, tu me dis. Mais il est spécialisé en histoire des religions et notamment en mythologie nordique. Donc il a écrit plusieurs articles dans des revues spécialisées, il est aussi intervenu dans des universités à l'étranger, et c'est aussi le président de l'association francophone pour les études nordiques, l'APEN, qu'on connaît très bien. J'en profite pour faire un tout petit coup de pub. L'APEN organise son sixième séminaire bisannuel. Ça se tiendra à Mons du 19 au 21 mai 2025, si jamais. Voilà, donc on va avoir le plaisir de l'écouter. Avant de lui céder la parole, je voulais juste aussi dire un petit mot sur cette magnifique sculpture en Lego. Et je voulais remercier Thomas Coton. C'est un étudiant de première master en anglais-italien qui est passionné de construction Lego, qui crée lui-même ses propres constructions. Donc là, on a une représentation de l'arbre-monde Yggdrasil qu'il a imaginé, qu'il a lui-même construite. Alors, je vous en dirai volontiers davantage, mais en fait, je ne serai pas à ma place et je serai bien mal placé pour vous en parler. Je vais plutôt laisser la parole à mon collègue Pierre Brice. Merci beaucoup. Alors, je souhaite en premier lieu remercier le MUMONS et plus particulièrement Francesco Lobu pour cette très belle invitation. Je souhaite également remercier Romuald Dalaudière et Julien de Gueldre, du coup d'études nordiques de l'Université de Mons. Merci également à Christelle Charpentier et à Léna Gosseng pour toute l'organisation. Et enfin, merci à vous toutes et à tous pour votre présence ce soir-là. Alors, nous pouvons de nos jours observer une réelle omniprésence du Nord médiéval. Ce dernier se retrouve dans les rayons de nos librairies, il se retrouve dans les salles de cinéma, on peut penser à Valhalla, Jordan, sur les plateformes de streaming, que ce soit avec Loki, Ragnarok, sur Netflix, dans les magasins de jouets, la collection Lego, Viking, alors c'était pas du tout prévu, mais voilà, en plus nous avons un magnifique exemple avec nous ce soir, avec les différentes figurines de Thor, de Loki, issues de l'univers cinématographique de Marvel, dans les parcs d'attractions, et dans les aires de jeu, et jusque, bien entendu, alors là-dessus c'est plus pour l'exemple pour Banette avec son pain viking, mais pour ce qui est de la mythologie nordique, même dans le journal de Mickey. Voilà, du coup, nous avons une certaine omniprésence que l'on peut voir de cette mythologie nordique. Alors, la présence des Vikings et des divinités nordiques dans les productions culturelles et artistiques n'est toutefois pas un phénomène nouveau. Il est possible de citer d'autres œuvres à succès du XXe siècle et du début du XXIe siècle. On peut penser par exemple à The Vikings de 1958, au 13e guerrier de 1999, ou par exemple à Dragon, la série d'animation de 2010, ainsi qu'à l'usage également de
tout ce qui est du nord médiéval, la mythologie nordique au sein de la fantasy, que l'on va retrouver du coup, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux ou dans les jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs comme World of Warcraft. Mais il s'agit toutefois de succès qui étaient assez spécifiques, liés à une œuvre ou à un genre, par exemple de la fantasy. Et même s'il est possible de voir déjà une certaine installation dans cette période-là, dans les représentations à la fin du XXe et début du XXIe siècle, début des années 2010 vont constituer un véritable tournant. En effet, on assiste, depuis les années 2013-2014, à une nouvelle vague nord-médiévale. Nous pouvons par exemple penser à la série Vikings ou à l'ouverture, à l'univers cinématographique de Marvel sur la mythologie nordique avec le personnage de Thor dans le film éponyme de 2011 et ensuite son intégration dans les films sur les Avengers notamment, qui ont contribué aussi à cet engouement pour les divinités nordiques. Or, cette nouvelle vague nord-médiévale se caractérise par de nombreuses productions artistiques culturelles qui connaissent un grand succès commercial, et c'est là aussi intéressant, et elle touche un public qui ne s'y intéressait pas forcément initialement. C'est par exemple le cas pour celles et ceux qui sont des joueurs parmi les meilleures ventes ces dernières années. On a Assassin's Creed Valhalla, du coup, qui traite de la mythologie nordique, qui se fonde des Vikings, de la mythologie nordique, tout comme God of War, mais du coup qui s'insère dans des séries qui étaient déjà présentes. Et du coup qui touche un public qui ne s'intéressait pas forcément initialement. Alors dans le cadre du cycle de conférences, les Vikings entre mythes et réalité, dont le but est d'analyser les représentations des Vikings dans les productions artistiques et culturelles contemporaines, je vous propose de partir de l'imaginaire contemporain pour vous réintroduire au mythe nordique et comprendre par la même occasion les choix opérés par les œuvres contemporaines. Alors, je propose justement de partir de 5 vignettes, de 5 aspects. Déjà, la mythologie nordique, qu'est-ce qu'on entend par là ? Le Ragnarok, qui devient un petit peu un de ces termes emblématiques liés à cette mythologie, de traiter d'une autre figure emblématique, qui sont les Valkyries, et de traiter de ces représentations, notamment de Loki ces dernières années, ou de Marvel, que ce soit à travers les Cascaël, Cascacorn, et enfin de la question des 9 mondes. Et du coup, c'est magnifique, c'est tout à fait approprié avec cette belle œuvre d'art Lego qui est avec nous ce soir. Alors pour la mythologie nordique, alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par le terme de mythologie ? Alors ici, par mythe, mythologie, il n'y a pas vraiment de consensus. Voilà, c'est un terme qui a de nombreuses définitions. Mais la seule chose pour laquelle on peut s'accorder, c'est que c'est un récit. Et cet aspect du récit, on va y revenir à la fin, est relativement essentiel. C'est un récit imaginaire, traditionnel. Dans le sens traditionnel, c'est qu'on ne connaît pas forcément d'auteur et qu'il est transmis et validé par une certaine autorité par cette tradition. Et comme nous allons voir, nous avons beaucoup de ces poèmes qui sont anonymes et donc d'ailleurs difficile de les dater avec exactitude. Du coup, un récit imaginaire, traditionnel, voici un de ces aspects. Du coup, ce terme mythologie ne désigne pas, ainsi pas les religions anciennes polythéistes, mais constitue une des composantes de la religion. Du coup, si vous voulez, la religion comprend à la fois les pratiques, c'est-à-dire les rites funéraires, les sacrifices, des structures sociales, on peut penser aux médiateurs, aux communautés, ainsi que les représentations, et c'est de cela qu'on va parler ce soir, à savoir tout l'univers cognitif qui inclut justement les mythes. Alors, je parle depuis tout à l'heure mythologie nordique associée au Nord, mais certains d'entre vous ont peut-être pu être introduits à travers une autre désignation qui est la mythologie viking. Et cette nouvelle désignation qui est un petit peu propre à la France, au domaine francophone, s'est installée ces 5 dernières années dans la langue française et l'usage de l'adjectif viking en lien avec la mythologie induit tout un imaginaire et influence d'ailleurs la réception, comme nous allons voir, de ces récits et de ces divinités. C'est notamment la traduction de Neil Gaiman, Norse Mythology, qui a grandement participé à l'implantation de ce nom. Du coup, la désignation de mythologie viking reflète
l'importance prise par ce terme, viking, qui va devenir une sorte de synonyme de nordique, voire de norrois. En anglais, on parle de North mythology, du coup, on fait référence à la fois à la langue, la culture. En français, on va plus utiliser le terme nordique. Et ce phénomène a également un impact dans les publications d'enseignants-chercheurs, notamment en lien avec la langue norroise. Dans ces ouvrages, l'adjectif viking se substitue au terme nordique, scandinave, norrois, vieux norrois. Et ça suscite de nombreux débats académiques, certains soulignant les avantages présentés par l'usage de ce terme, presque inclusif, qui est pratique. D'autres s'opposent à cette évolution. Il y a un côté aussi très vendeur. De parler de mythologie nordique ou de parler de mythologie viking, c'est vrai qu'il y a tout cet imaginaire léo-viking, on sait directement, on arrive à le situer dans ce nord, mais également vis-à-vis de tout un imaginaire autour des vikings qui est présent. Alors, mais peut-on parler de la mythologie viking ? Là-dessus, j'aimerais commencer un petit peu cette conférence. Alors, si je comprends bien entendu l'attrait de cette désignation dans un usage, dans un cadre marketing, il y a 2-3 éléments qui sont assez intéressants de voir. Déjà, tout dépend de ce qu'on entend par viking. S'agit-il, alors là-dessus, je pense que vous avez été déjà initié il y a quelques semaines sur la question, du coup je ne vais pas trop revenir, mais s'agit-il de son sens large contemporain qui tend à prendre un caractère presque ethnique et désigner l'ensemble des Scandinaves de l'âge viking, soit du 8e au 11e siècle, ou son sens plus restreint, qui se fonde notamment sur les compréhensions proposées par les textes norrois du XIIIe siècle, avec le terme viking au féminin qui renvoie à l'expédition maritime saisonnière, ou au masculin vikingur, du coup juste avec un R, qui désigne celui qui participe à cette expédition. Mais, à mon sens, le principal enjeu réside également dans la limitation de cette mythologie, du coup, à l'âge viking. Les récits mettant en scène les divinités, par lesquelles vous commencez, ou vous avez déjà peut-être rencontré, tels que Odin, Frigg, Freya, Thor, Loki, sont traditionnellement associés justement à cette période, 8e, 11e siècle. Cependant, cette période est caractérisée, entre autres, par la transition de la religion nordique vers le christianisme. C'est une des 3 caractéristiques de l'âge viking. Et les historiens des religions et les archéologues tendent ainsi de nos jours à employer une échelle temporelle un peu plus large, qui peut s'étendre du 2e au 11e siècle ou du 5e au 11e siècle, qui correspondrait à l'âge du fer tardif. Du coup, tout dépend de votre objet d'étude. Et si on s'intéresse justement au mythe nordique, on remarque que l'âge viking, qui est cette période de transition, ces récits-là sont déjà présents. Alors, il y a aussi un 3e petit enjeu que je souhaitais présenter, qui est l'usage de la mythologie. Ce terme de la. Du coup, déjà, si on prend en termes d'espace, cette mythologie non seulement liée à une vaste étendue temporelle, nous avons noté par exemple du 2e au 11e siècle, voire 5e au 11e siècle, mais également une large zone géographique qui pouvait aller justement de l'est de l'Europe jusqu'au nord de l'Amérique, avec le Vinland. À cela s'ajoutent des variations sociales, cognitives, et tout cela implique une certaine diversité dont il est nécessaire de prendre compte. Alors, je vous rassure, on va continuer à parler de la mythologie nordique, au singulier, non seulement pour des raisons pratiques, mais également parce qu'il y a une certaine identité, bien entendu, partagée. Mais on va être assez sensible à cette question de la variation et de la diversité. Alors, cette mythologie, justement, nous est principalement parvenue, très rapidement, par 2 œuvres, qui sont l'Edda de Snorri et l'Edda poétique. Ici, vous avez juste une illustration plus tardive du XVIIIe siècle, d'un manuscrit du XVIIIe siècle sur cette Edda de Snorri. Pour faire simple, l'Edda du Snorri, c'est au XIIIe siècle. C'est un manuel de poésie skaldique dans lequel nous avons Snorri Sturluson qui va introduire les différents récits mythologiques. Alors, il y a plusieurs raisons. Du coup, il fait déjà une certaine réception
XIIIe siècle, nous sommes dans une période chrétienne, l'Islande est devenue chrétienne. Alors il y a tout un récit autour, en l'an 999 ou 1000, d'un commun accord. Voilà, les récits le présentent un petit peu d'une manière très pacifique, même si voilà, il y a la réalité, c'est qu'il y avait également aussi des tensions. Et du coup, dans un contexte aussi d'enjeu vis-à-vis de la couronne norvégienne. Et il y a une réception qu'il fait, bien entendu, de ces récits-là, de cette mythologie-là, qu'il va, où il va utiliser différents poèmes, différents textes, des poèmes qui sont issus d'une autre œuvre, qui partagent le même nom, c'est d'où la confusion, parfois, qui est l'Edda poétique. L'Edda poétique qui est un recueil de poèmes mythologiques et héroïques, compilés notamment au XIIIe siècle. Anonyme. Voilà, du coup, nous retrouvons cette idée de récit traditionnel qui est transmis. Mais dans son œuvre, Snorri, il prend ces différentes sources, ces différentes traditions, et il essaye justement également d'en proposer une certaine vision, un certain récit, une certaine structure, une certaine homogénéisation sur laquelle nous allons revenir au fur et à mesure. Alors, voici, juste pour vous mettre un petit peu quelques présentations, à quoi ça ressemble, ces fameux manuscrits du XIIIe siècle. Ça, c'est le manuscrit de l'Edda poétique, du coup, dans la langue en vieux norrois. Vieux norrois, sont deux termes qui sont utilisés comme synonymes. C'est la même chose en anglais entre Old Norse et Norse. Voilà, d'autres pages un petit peu de ces... je passe un petit peu là-dessus de ces manuscrits-là. Voici un peu la liste des poèmes qui vont être transmis, notamment dans un des manuscrits, le Codex Regius. On reviendra sur certains de ces noms liés à ces récits-là. Alors, du coup, nous avons déjà un petit peu vu cette vision qui nous est transmise afin de comprendre ces différents récits. C'est vrai que l'œuvre de Snorri, cette Edda, l'Edda de Snorri, nous permet un certain accès, nous permet de comprendre certains de ces récits. Mais il y a une certaine vision homogène et une volonté aussi de donner un certain sens. Et du coup, on retrouve par exemple cette idée d'un véritable panthéon nordique, homogène, composé entre autres de Thor, Loki, Frigg, Freya, Baldur, Hel, Heimdall, avec Odin à leur tête. Or, la personnalité et les fonctions de ces divinités ont varié au cours des siècles, en fonction des régions, des groupes sociaux. Et même cette idée même de panthéon est largement questionnée. Aussi, le fait qu'Odin en serait à sa tête. C'est-à-dire, il y a vraiment cette vision qu'en fonction des textes, nous avons différentes figures d'Odin. Un Odin qui répond à chaque fois à des contextes spécifiques et qui n'est pas forcément systématiquement présenté comme étant le dieu de la poésie ou celui qui serait à la tête des autres divinités. Et du coup, c'est également le cas, nous allons voir, pour l'organisation des différents mythes et notamment de ces trois temps de la mythologie. Alors, je vous propose de les voir à travers ce terme de Ragnarok. Alors, Ragnarok désigne le destin, si on le traduit littéralement, c'est le destin des puissances organisatrices, au cours duquel, notamment, le dieu Odin périra, avalé par le loup qui se nomme Fenrir. Alors, la mythologie nordique est marquée par trois périodes principales. Nous avons un premier temps qui va être lié à la cosmogonie, à la création. Nous avons un temps du présent aussi, un présent mythique. Puis nous avons tous ces événements autour de ce Ragnarok, le destin des puissances. Et ça commence notamment avec, par exemple, avec une vache qui est présente. Alors là-dessus, cette cosmogonie, ces récits-là vont présenter la constitution du cosmos, dont les étapes et les protagonistes varient en fonction des textes. Par exemple, nous avons aussi cette présentation de cette fameuse vache qui va justement lécher un des êtres, mais nous avons aussi un meurtre qui va permettre la création du monde. C'est notamment un des poèmes
le poème Vasronismol, qui nous le présente. Ici, vous avez un de ces extraits, et qui nous indique que la terre, les montagnes, le ciel et la mer furent créés respectivement de la chair du géant Ymir, de ses os, de son crâne et de son sang. Et du coup, c'est dans ces temps anciens que nous avons cette création-là, et nous avons également d'autres récits. Par exemple, c'est là que les nains vont être formés, soit à partir des larves de la chair d'Ymir, donc ça c'est comme ça que le présente Snorri Sturluson, soit à partir du sang et des os de 2 géants. Et c'est également en cette période que le premier homme et la première femme vont recevoir le souffle de 3 divinités. Nous avons également un affrontement entre 2 groupes divins qu'on nomme les Ases. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ce terme As, et Van, un autre groupe de divinités. Ou encore, c'est dans cette période que la lune, le soleil, la nuit et le jour vont être placés dans le ciel. S'ensuit, après, le présent mythique. Et c'est là, dans ce présent-là, que nous avons les différents mythes qui se passent. C'est par exemple dans ce cadre-là, où, pour vous donner quelques exemples, ça me permet en même temps de vous introduire un petit peu à certains de ces récits-là, vous avez Thor qui revient de l'Est, et en revenant, il apprend que sa fille va être mariée à un nain. Alors, voilà, il n'est pas tout à fait d'accord, et généralement, là où on s'attendrait que Thor résolve la situation par un bon coup de marteau, au contraire, il va proposer une joute oratoire. C'est-à-dire, il va affronter le nain Alvis, il va lui demander de lui dire le nom de différents êtres, de différentes choses, chez les elfes, chez les nains, chez les dieux, chez les hommes. Du coup, nous avons ainsi tout un récit qui se met en place où Alvis répond à toutes ces questions, mais à la fin, Thor fait part d'une fourberie en expliquant qu'il avait justement... on apprend qu'il avait entendu que le soleil se lève et pétrifie le nain en question. Voilà, nous avons plein de récits. C'est justement durant cette période que le dieu Freyr va perdre son épée. Alors c'est une épée très importante sur laquelle on reviendra, c'est une épée qui se bat d'elle-même, mais il tombe amoureux d'une géante, et dans les négociations pour acquérir la main de cette géante, il va justement perdre cette fameuse épée qui lui aurait été très utile lors de ce Ragnarok. Voilà, du coup, c'est également durant cette période-là que nous avons, par exemple, un poème qui est assez célèbre de nos jours, qui jouit... il a toujours une certaine célébrité, en fait. Il y a tout un humour derrière. C'est ce fameux poème où Thor, un jour, se lève, il découvre que son marteau, Mjolnir, a disparu. Il apprend justement que c'est le géant Thrym qui l'a. Et du coup, il accepte de le rendre, mais en échange, il demande notamment la main de Freya. Alors Freya, bien sûr, on lui propose, on lui dit, Freya, bon, au cas où, est-ce que ça te dirait de t'unir avec Thrym? Elle n'est pas trop d'accord, et du coup, ils en viennent à trouver une solution. Et si Thor ne se déguisait pas en Freya? Et du coup, c'est un petit peu comme l'histoire du petit chaperon rouge, en fait. Ils sont assis à la tablée, ils sont en train de manger, et tout à coup, le géant s'étonne. Non mais voilà, Freya a un grand appétit. Et il y a Loki qui l'accompagne et qui dit, oui, non mais c'est normal, elle n'a pas mangé, tellement impatiente de te rencontrer, etc. Et puis il essaie d'embrasser sa fiancée, sa future épouse. En tout cas, il voit un regard féroce. Elle fait, non, mais c'est normal, Loki, rassure, c'est normal, elle n'a pas dormi pendant plusieurs nuits, etc. Toute impatiente de te voir, etc. Et à la fin, il y a le marteau Mjolnir qui a apporté pour consacrer les époux. Alors là, par contre, il n'y a pas de joute oratoire, Thor prend le marteau et massacre tous les géants. Voilà, et du coup, c'est plein de ces récits-là. Nous avons notamment le récit du Vasronismol où Odin va affronter Vasronir. Ils vont échanger des énigmes afin de déterminer celui qui en sait le plus. Alors, pour
l'auditoire, on découvre plein de ces récits-là à travers ces questions-réponses. Par exemple, avec la question qui tire le jour, quel cheval tire le jour, sur les humains, ou également sur le Ragnarok. Puisque parmi ces questions, Odin, qui se présente sous un autre nom, alors c'est quelque chose d'assez fréquent chez Odin en fait, quand il a plus de 150 noms qui lui sont liés, du coup il se présente sous un autre nom, du coup Vafthrûdnir n'a aucune idée qu'il est en train d'affronter Odin. Et une de ces questions c'est comment justement Odin va mourir, et Vafthrûdnir raconte, Odin mourira justement par le loup Fenrir qui va l'avaler. Et ici, justement, on apprend que le dieu va être vengé par un de ses fils, Vidar, qui, avec son frère Vali, et les fils de Thor, de Modi, de Magni, du coup différents fils, ainsi qu'un couple d'êtres humains, survivront au Ragnarok. Voilà, du coup, vous serez heureux d'apprendre que dans le futur, nous survivons en tant qu'êtres humains. Et alors là-dessus, bien, il y a aussi des variations. C'est-à-dire en fonction des poèmes, ce ne sont pas exactement les mêmes divinités. Ce que vous pourrez juste remarquer, c'est Vidar, Vali, Modi, Magni. Il y a des allitérations qui sont proposées vis-à-vis de ces différents êtres qui participent un petit peu. Je crois que je vous avais fait une diapo là-dessus. Voilà, du coup, là, ce sont Modi et Magni, ce sont les fils de Thor, Vidar, Vali, d'Odin. Lif et Lifrasi, ce sont ce couple d'êtres qui survivront en se cachant dans le bois au demi. Voilà. Du coup, le Ragnarok désigne le destin. Rok, ça désigne le destin des Ragna. Les Ragna, ça signifie les puissances organisatrices. Généralement, on le traduit par le destin des dieux. Mais vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme, mais un petit peu différemment, par une autre désignation, par le terme de crépuscule. Le crépuscule des dieux, avec la tétralogie de Richard Wagner, Götterdämmerung. Et cette variante est uniquement due à un petit R. En fait, on passe de Ragnarok en norrois, du coup le destin des puissances, à Ragnarok, le crépuscule. Alors, ce terme est attesté dans un des poèmes de l'Edda poétique et également chez Snorri. Du coup, durant la période médiévale au XIIIe siècle, on a une attestation. Alors ici, j'allais juste compiler différentes mentions. Voilà, on va parler de destruction du monde, quand les puissances se déchirent, quand les puissances meurent, quand les puissances sont déchirées, destin du monde, voilà, quand il est décrété que les dieux arrivent à leur fin. Du coup, ces différentes appellations de cet événement eschatologique, dans les textes norrois, révèlent une dualité conceptuelle. À la fois la destruction des divinités, mais également, surtout avec la dernière mention, que ce destin est inéluctable. Alors c'est quelque chose qui est très présent, justement cette idée d'un destin qui n'est inéluctable, mais qu'on ne va pas chercher à affronter, qu'on accepte. Il n'y a jamais cette idée d'aller à l'encontre de ce destin ou d'essayer de trouver une solution vis-à-vis de ce destin. Alors, ce Ragnarok confère dès lors une certaine spécificité à la mythologie nordique, en comparaison des autres mythologies. Par exemple, du fait que les divinités, nous avons ici une mythologie où les divinités sont vouées à périr. Et il s'agit d'un événement, nous avons vu, dans lequel la majorité des divinités va périr. Vous allez avoir différents combats qui vont avoir lieu, notamment, on a déjà mentionné Odin qui va affronter le loup Fenrir et qui sera vengé. Vous avez également Thor qui va affronter un de ses principaux antagonistes, le serpent qui entoure le monde. Il va réussir à le vaincre, il va faire quelques pas en arrière, il va périr dû au poison du serpent. Alors, là-dessus, de nos jours, il va jouer un rôle assez central dans les différentes productions artistiques et contemporaines et culturelles contemporaines. Par exemple,
dans le jeu Assassin's Creed que je mentionnais tout à l'heure, il va correspondre à cette grande catastrophe, un événement cataclysmique, excusez-moi, qui a eu lieu en 75 000 ans avant notre ère. Vous allez avoir plusieurs de ces récits. Par exemple, vous allez avoir le jeu God of War Ragnarok, du coup le second opus de ce jeu qui va être consacré justement au Ragnarok. Vous allez également avoir un des films de l'univers cinématographique de Marvel, qui va, du coup, Thor Ragnarok, qui va s'intéresser justement à ce récit. Et du coup, au-delà de la fonction narrative à laquelle on recourt ces œuvres, le Ragnarok se révèle également, c'est cet aspect justement de destin de ces dieux qui sont susceptibles de mourir, cette nature mortelle qui les humanise d'une certaine manière et qui permet d'introduire une forme de suspense et qui participe à cet attrait. Du coup, au fait que cette intemporalité qui est une des caractéristiques de cet imaginaire des divinités. Alors, je propose à présent de continuer et de voir justement en lien avec ce Ragnarok, nous avons notamment un récit où Odin constitue une armée et rassemble ces hommes, des hommes notamment morts au combat, qui sont entre autres cherchés par les Valkyries. Alors, je vous propose de commencer par cette représentation. Ici, vous avez deux scènes différentes. Tout en haut à gauche, vous avez la scène d'affrontement entre les Valkyries et la déesse Hel dans le film Thor Ragnarok. Et juste en bas à droite, vous avez justement le tableau de Peter Nikolai Arbo, Asgardrein, qui date de 1872. Et on voit bien déjà un aspect sur lequel on va revenir, comment ces codes esthétiques du romantisme, et plus particulièrement du sublime, vont avoir une véritable influence également sur notre vision, représentation de la mythologie nordique. Du coup, par le sublime, c'est une notion qui décrit le vertige, la stupeur que l'on éprouve en contact avec l'immensité des forces de la nature. Et du coup, l'armée des Valkyries est présentée dans un ciel obscur, nuageux, brumeux, une lumière blanche, bleutée, apparaissant au-dessus des nuages et une lumière dorée en dessous. Alors dans le film, la scène est au ralenti et s'accompagne d'une musique à un tempo largo qui souligne le temps qui se fige comme sur une toile, alors que les Valkyries et leurs chevaux sont décimés par Hela qui tombe du ciel. Alors, nous allons avoir justement ces représentations, ces figures des Valkyries sont très présentes dans l'imaginaire. Mais à quoi justement ressemblent-elles? Et on va toucher ici à une question relativement centrale sur la mythologie nordique de nos jours. Ce que vous voyez ici, c'est une figurine qui a été découverte en 2012, près de Hörby, en Fionie occidentale. Du coup, on est au Danemark. Et c'est une figure en argent doré qui mesure environ 3,4 cm de haut et qui est datée du début du IXe siècle. Or, on y voit un personnage muni d'une épée à double tranchant, d'un bouclier rond, d'une longue robe, d'un tablier rectangulaire et ayant des cheveux longs noués en queue de cheval avec un nœud de ruban irlandais. Et du coup, cet artefact en 3 dimensions, qui a pu faire partie d'une broche, a rejoint une série d'autres figurines et d'autres figures représentant des personnages avec les cheveux noués en queue de cheval, vêtus d'un vêtement traînant et étant armés, qui ont été traditionnellement interprétés comme des Valkyries. Du coup, alors les Valkyries, c'est une des collectivités féminines, justement, de la mythologie nordique. Alors le terme norrois, Valkyrieux, du coup Valkyriar, que vous avez tout en haut au singulier, reflète directement une des fonctions des Valkyries, puisqu'il se compose justement de Valr,
qui signifie cadavre sur le champ de bataille, et de Kyria, choisisseuse. Du coup, un nom féminin formé à partir du verbe kyosa, choisir. Du coup, les Valkyries, littéralement, sont celles qui choisissent les cadavres sur le champ de bataille. Alors, ce rôle... toutefois, les Valkyries ne sont pas que limitées à ce rôle on parle de psychopompe, comme l'atteste Snorri Sturluson dans son manuel de poésie skaldique que je mentionnais tout à l'heure. Alors, dedans, justement, il mentionne, je le cite, « Il en est d'autres encore dont la tâche est de servir au Valhöll ». Du coup, c'est ce terme qui va donner par la suite le Valhalla. Et d'apporter à boire et de veiller au service de table et aux récipients à bière. Et il cite plusieurs de ces noms, de ces Valkyries. Et il termine par dire « Elles sont appelées Valkyries. Odin les envoie à toutes les batailles afin de désigner les hommes qui doivent y trouver la mort et décider de la victoire. » Voilà, du coup, c'est la traduction de François-Xavier Dillmann. Alors, ce passage met en avant les deux fonctions principales auxquelles sont associées les Valkyries. Choisir les guerriers sur le champ de bataille et servir d'hôtesse à ces mêmes guerriers à la Valhöll. Deux fonctions liées à deux mondes distincts, celui des êtres humains, avec le champ de la bataille, et celui d'Asgard, le domaine des dieux, avec la Valhöll. Ces deux aspects se retrouvent également dans l'iconographie, évidemment, que nous avons de ces figures, notamment avec qu'elles soient armées ou qui tiennent une coupe à boire, comme nous allons voir tout à l'heure. Par exemple, vous avez un exemple ici. Vous pouvez voir un petit peu cette coupe qui est donnée. Or, toutefois, c'est un petit peu en dehors de là, je présente ces différentes représentations comme étant des Valkyries, mais nous ne disposons d'aucune représentation iconographique accompagnée du terme Valkyrie, ni d'une de leurs désignations poétiques, ni d'un de leurs noms individuels. Si vous voulez, du coup, nous n'avons aucune séquence onomastique, on n'a aucun terme qui lie les représentations, les figurines, à ces êtres. Et ce n'est pas un phénomène qui est propre aux Valkyries, mais ça se retrouve pour l'ensemble des êtres de la religion pré-chrétienne nordique. Du coup, nous sommes constamment confrontés à l'identification des artefacts que nous allons retrouver. Très souvent, des artefacts qui sont complètement décorrélés, ils sont sans lien avec le contexte. C'est-à-dire on a beaucoup de mal à pouvoir déterminer le contexte précis de leur emploi. En dehors de quelques pendentifs que l'on va retrouver dans les sépultures, la grande majorité de ces artefacts sont liés à des trouvailles isolées, issues en grande partie notamment de recherches par détecteurs de métaux. Alors c'est quelque chose, c'est un type d'archéologie, alors je ne sais pas s'il y a des archéologues parmi vous, ça choque assez. Au Danemark, de par le terrain, la pratique du détecteur métaux est très fréquente, c'est très très encadré par la législation, c'est-à-dire si vous trouvez quelque chose, il y a un tel pourcentage qui vous revient, un tel pourcentage qui revient au propriétaire du champ, le musée national décide de racheter telle ou telle partie, vous renvoie le reste. Du coup, c'est une pratique qui permet de sauvegarder et justement de trouver beaucoup d'éléments qui seraient autrement perdus. Et la question des représentations, alors il y a aussi la question des représentations manquantes, ça c'est tout ce que nous avons retrouvé, mais se pose la question, ce que nous avons, c'est notamment lié à la pierre. Voici par exemple un autre exemple de représentation que vous avez juste ici. Ce sont les pierres illustrées. Elles se situent au Gotland. Le Gotland, ici vous avez la Suède, là vous avez juste le Gotland qui est indiqué. Ce sont des pierres illustrées. Nous avons toujours cette idée d'un navire, et au-dessus différentes scènes. Du coup, on a voulu par exemple interpréter ce personnage qui tient une corne à boire comme étant une Valkyrie. Mais se pose la question du coup des autres formes, par exemple de toutes les représentations sur du textile. Alors, on a des attestations avec certains sites archéologiques où il y avait justement des représentations sur textile. Mais du bois, du coup,
beaucoup de ces représentations qui ne sont pas parvenues en raison notamment des conditions de conservation. Enfin, l'identification de ces êtres, que ce soit Valkyrie ou même des divinités, touche à la question des codes iconographiques. Par exemple, il y a aussi une remise en question, à savoir si nous avons effectivement même affaire systématiquement à des êtres liés à la réalité autre, à des êtres surnaturels, entre guillemets surnaturels, mais il y a cette nécessité d'interroger ces représentations. Par exemple, si jamais vous vous amusez à aller au musée en Islande, vous allez retrouver cette représentation où vous avez exactement cette description qui va être donnée. C'est le Thor d'Erland. Du coup, on associe un artefact à Thor directement. Et là, on se trouve au Musée national. Voilà, la réalité, c'est que c'est une des interprétations possibles. Voilà, du coup, et à partir du moment où on donne l'interprétation, voilà, il est en train de tenir son marteau Mjolnir, peut-être justement quand il est posé sur ses genoux, voilà. Ça peut être également quelqu'un qui est en train de tenir sa barbe. Il y a plein d'explications, d'autres possibilités. Du coup, il y a tout un questionnement qui est nécessaire, de même où très souvent cette figurine, comme il y a un œil qui manque, va être associée à Odin, puisque Odin, un de ses autres noms, c'est le borgne. Du coup, il y a un de ses œils qu'il a donné afin d'acquérir le savoir. La recherche de savoir est un peu une de ces thématiques liées à Odin. Et du coup, il y a certaines limites qui existent, qui sont présentes en fait, puisque on est systématiquement confronté à la représentation, à l'identification de ces différentes représentations. Déjà, on se fonde sur tout l'imaginaire, sur les quelques textes qui nous sont parvenus. Et il y a plein d'autres possibilités, comme que ce soit lié pour certaines de ces figures, ça peut être lié à d'autres êtres issus de la religion pré-chrétienne nordique, ça peut être également lié à des ancêtres, à la question des ancêtres, ça peut également être lié à la question de certains héros, de certains personnages, ça peut également être lié à des chefs. Et du coup, il y a une mise en garde qui est nécessaire dès que l'on va toucher à ces figurines et à ces textes, mais ce qui veut dire qu'on a très peu de représentations. Et du coup, vous pouvez dès lors aussi comprendre maintenant tout l'attrait que présente cette mythologie nordique, en fait, en termes de représentation, puisque nous avons très peu d'éléments de la période de l'âge viking, ou même celle, du coup, même plus large, de l'âge du fer tardif, qui va représenter ces divinités. Il y a une certaine liberté dans les représentations. Alors, bien sûr, il y en a certaines qui vont être liées, comme nous avons vu, au romantisme, des codes qui se sont installés. Et c'est justement un petit peu tout cet aspect à la fois cette mythologie de ces représentations qui se créent sur une certaine liberté et également sur des codes esthétiques par la suite. Et l'exemple, l'exemple du casque à cornes est assez représentatif en fait. Si je vous demande de représenter un viking, très rapidement, il suffit juste de faire une tête avec un petit casque à cornes et il y a cet aspect, il y a une certaine facilité de ce casque à cornes qui est un motif directement représentable, très facile à dessiner d'ailleurs, identifiable et qui participe un petit peu. Alors, le casque à cornes est également lié à la question justement de ces ailes. Ici, vous avez une des représentations qui va beaucoup influencer, que ce soit la vision des Valkyries, mais également la vision des divinités nordiques avec les costumes qui ont été créés par Karl-Emil Doepler pour la tétralogie de Wagner. Alors, là-dessus, je regardais juste en même temps, excusez-moi, je me permets juste de regarder au niveau du temps. Alors, très rapidement, ce qui est assez intéressant, c'est que les quelques trouvailles que nous avons, ici vous avez
quelques trouvailles. C'est le casque de Geirmundbo qui a été découvert en 1943, qui vont être liés à l'âge viking. Généralement, où les différentes attestations que nous avons laissent à penser, nous permettent d'interpréter, ou même des interprétations plus tardives, qu'ils avaient justement tout autre type de casque. Alors ici, vous avez les figurines de Lewis, etc. Qu'ils avaient des casques coniques, nasales, et cette idée de casque à cornes est assez ancien en fait. Vous avez différents motifs. J'ai un peu rapidement, on peut déjà retrouver que ce soit chez Plutarque, chez Diodore de Sicile, différentes mentions de ces casques. Nous allons également en retrouver, mais comme vous pouvez voir ici, qui ne correspondent pas du tout à la même période. Mais l'ensemble de ces éléments, c'est-à-dire à la fois les descriptions que nous allons retrouver chez Plutarque, chez Diodore de Sicile, et certaines des trouvailles archéologiques qui datent de l'âge du bronze nordique, du coup on est en 1700-500 avant notre ère, présentes, vont participer à cette installation de la même manière que d'autres représentations, découvertes, et notamment aussi de cette période un petit peu d'installation des cornes, alors, qui s'effectue déjà au XVIe siècle avec certaines publications que l'on va retrouver, mais où Wagner est un de ces facteurs pour l'association des Vikings avec le casque à cornes, un facteur parmi d'autres en fait. Vous allez avoir une multiplication des médias, des représentations qui vont avoir lieu. Par exemple, vous allez avoir notamment un best-seller de l'époque qui est la saga de Frithjof, qui va notamment faire usage dans les illustrations souvent de ce motif des cornes, que ce soit corne à boire et que ce soit casque à cornes dans certaines des traductions, dans certaines des éditions que nous allons retrouver. Alors, et du coup, cette association préexistante aussi entre cornes et vikings, corne à boire et viking, a aussi participé un petit peu à cette association. Mais elle ne s'est pas faite directement ni à la même vitesse en fonction des pays. On peut noter la multiplication à partir du dernier quart du 19e siècle, et à partir de cette période, tout s'accélère et on passe de simple occurrence à une réelle association. C'est notamment en Allemagne et en Angleterre, avec la diffusion d'œuvres d'origine ou d'inspiration scandinave médiévale, que nous allons voir cette association. Et différents médias vont participer et jouer un grand rôle à cette association. Et du coup, avec notamment des fois des phénomènes assez intéressants. Là, par exemple, vous avez le fameux film The Long Ship, où vous ne trouvez aucun casque à cornes dans le film. Par contre, sur l'affiche, vous allez même avoir un casque à cornes sur la proue du navire qui va être représenté. Et en France, ça va se faire un petit peu à notre rythme. Les manuels scolaires que nous avons du 19e, 20e siècle représentent majoritairement les vikings avec des casques coniques. On y retrouve également un petit peu cette idée des casques ailés. Et les casques à cornes sont beaucoup plus rares, ils ne sont pas forcément la norme, mais c'est notamment les bandes dessinées des années 60, 80 qui vont bien à la fois illustrer ce phénomène. Nous allons voir, vous pouvez penser notamment à Astérix et Normand, vous pouvez penser aussi à Agar qui est présente. Et vous renforcez au fur et à mesure cette association, jusqu'à ce qu'elle devienne, à la fin du siècle, la tribu principale du viking, au détriment du Gaulois, au final, qui va plus se retrouver affublé justement des ailes. Et les logos publicitaires vont jouer également un grand rôle là-dessus, dans cette association. Jusqu'à ce que, là par exemple, vous avez le voyage du président René Coltier au Danemark en 1955, et la manière de célébrer, voilà, où on se retrouve avec des casques à cornes. Et de nos jours, il y a eu beaucoup d'articles,
justement, il y a un certain fascination du fait d'apprendre que non, en fait, les Vikings, malgré le fait que l'on pense qu'ils sont représentés systématiquement, presque systématiquement avec ces casques à cordes, ne sont pas associés. N'avaient pas de casque à cornes. Alors, il y a toute cette question-là aussi qui se pose en termes religieux, c'est-à-dire effectivement, les guerriers vikings n'avaient pas de casque à cornes, mais dans le domaine de la religion, dans le cadre de pratiques funéraires, on pense justement qu'il y avait effectivement l'usage qui a été possible de certains casques à cornes. Et du coup, vous allez avoir différentes manières pour les séries, pour les films, etc. Ça participe à cet attrait. Et dans le cadre des Vikings, il va y avoir cette possibilité pour certaines séries soit justement de se débarrasser de ce casque à cornes afin de montrer un certain degré d'authenticité, soit de l'accepter comme un de ces motifs emblématiques. Mais c'est notamment le cas des divinités, avec par exemple ici pour Thor Ragnarok, où voilà, comment faire encore plus souligner cet attribut, voilà, avec la représentation d'Ella que vous retrouvez. Ici avec Thor, nous retrouvons justement le casque à elle, et avec ce fameux Loki que vous voyez tout à l'heure, avec ce casque à cornes. Et ici, nous voyons une grande différence, justement, entre à la fois les codes esthétiques qui se sont installés et qui vont être repris pour la mythologie nordique, qui appartient à un autre registre que celui des Vikings. Ici, avec cette mythologie nordique, nous sortons un petit peu du cadre de l'histoire et on est dans une sorte d'imaginaire qui laisse beaucoup plus de liberté, d'autant plus pour des représentations comme celle-ci. Elles se fondent également sur tous ces codes esthétiques qui ont été développés dans les comics Marvel. C'est-à-dire le choix de ces différentes casques répondent également à toute une tradition esthétique qui est déjà présente. Alors, ce qui est assez intéressant, et là c'est peut-être une petite discrétion, c'est que le casque à cornes est un marqueur d'altérité. Mais il n'a pas vraiment disparu en fait de nos jours, même dans Vikings, mais il a plus évolué en fait. Puisque du casque à cornes, on est passé un peu à cette idée de la coiffure viking qui a été popularisée par Vikings, avec une coupe undercut qui peut être combinée avec un man bun pour les hommes, ou un top knot, un nœud haut, ou des motifs tressés, une barbe. Et on a vraiment aussi, du coup, pour les personnages féminins, qui va être caractérisé par des tresses en diagonale ou en arrière, un assemblage de mèches, une coupe side cut. Et du coup, cette altérité est également renforcée par l'emploi des tatouages que l'on va pouvoir retrouver sur les crânes et le reste du corps, ainsi que par les costumes. Et du coup, on a une certaine évolution que nous allons voir de ce casque à cornes qu'on va également retrouver sur les divinités. Si vous pensez à Valkyrie, j'arrive plus à retrouver la diapositive, Valkyrie dans les films de l'univers cinématographique de Marvel, elle répond également à ces nouveaux codes esthétiques, à ce nouveau type de coiffure qui va être employé. Alors bien entendu, il va continuer à être utilisé à la fois dans les comédies et également dans le cadre de la fantasy, où on sort un petit peu de ce côté-là, où il va servir justement à répondre à une association attendue du public, et où il se détache un petit peu de la figure du viking historique pour prendre une indépendance. Et là-dessus, c'est un petit peu cet avantage, justement, que nous allons avoir par cette mythologie, c'est qu'on est déjà dans un imaginaire. Du coup, il n'y a pas forcément ce besoin d'indépendance qui est nécessaire, ce qui permet de retrouver, encore de nos jours, dans les différentes représentations des divinités, ce motif-là. Alors, je propose de terminer en traitant d'un autre aspect, et du coup, cette représentation est idéale, c'est la question des 9 mondes. Toutes les œuvres que j'ai mentionnées depuis le début s'accordent sur un certain nombre de mondes qui vont être liés à cette cosmologie, du coup à cet univers des divinités. C'est le nombre 9. Alors, ce nombre 9, il ne sort pas de nulle part, en fait. Il est attesté, d'ailleurs, dans la poésie. Nous avons notamment
dans le récit, dans ce poème Vathronir qui représente cet échange entre le dieu Odin et Jean Vathronir, nous avons cette question. Dis cette 12e chose, pourquoi tu sais tous les destins des dieux, Vathronir. Et Vathronir dire qu'il connaissait ce secret et qu'il peut en parler avec vérité parce qu'il allait dans chaque monde et qu'il allait dans 9 mondes. Et cette mention de 9, cette association de 9 se retrouve également dans d'autres textes qui a fait l'objet de nombreuses interprétations. Il a été compris comme un synonyme des temps anciens, c'est-à-dire parler de 9 comme étant un petit peu comme signifiant les temps anciens ou des lieux éloignés ou encore des lieux qui ne se référeraient pas à la cosmologie dans son ensemble. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'en fonction des récits, la nature de ces mondes et leur situation, les uns par rapport aux autres, ou vis-à-vis d'Yggdrasil, du coup cet arbre-monde, varie grandement. Ici, dans les différentes séries, si nous regardons ces différentes productions culturelles et artistiques, je vous ai fait ici, je vous ai reproduit un tableau, une des analyses que j'avais faites. Nous voyons systématiquement ces 9 mondes. Alors, il y a une petite question qui se pose sur un de ces mondes qui se nomme le monde des elfes noirs, que certains vont utiliser, tandis que d'autres vont utiliser Helheim. Il y a cette question, est-ce que ce monde des elfes noirs correspond au monde des nains? Est-ce que le domaine, par exemple, de Hel est utilisé, ou le domaine des nains, ici, Navetlir? Comme vous pouvez voir, même dans les œuvres, si ces œuvres-là s'accordent sur le nombre de mondes, à savoir qu'il y a 9 mondes qui sont associés, des questions se posent également. Il n'y a pas non plus de consensus sur cet usage-là. Et c'est la même chose justement dans la recherche, c'est qu'il n'y a pas de consensus qui est possible au final. En fonction des récits, la nature de ces mondes et leur situation les uns par rapport aux autres, ou vis-à-vis d'Yggdrasil, varie grandement. Or ces mondes-là, pour que vous ayez une idée, vous avez Asgard qui est la demeure des As. Je vais peut-être reprendre cette présentation. Vous avez Vanaheim qui est la demeure des Vannes, traduit littéralement, du coup les Vannes qui sont cet autre groupe de divinités que nous voyions tout à l'heure. Helheim, le domaine de Hel, du coup qui est une déesse associée à un des mondes des morts. Jotunheim, le domaine des géants. Nidnavetlir, la demeure des nains. Et vous avez ensuite des questions qui se posent sur Muspelheim, qui est la demeure des géants de feu, des démons notamment. Et voilà, et ensuite, je crois que je les ai cités. Et du coup, Misgarzur, bien entendu, qui est le domaine des hommes. Et toutes ces représentations sont liées par cet arbre, Grimnismal. Vous allez dans le Grimnismal, le frêne Yggdrasil. Oui, il se fait tard. Je vais juste... Du coup, c'est bien l'arbre Yggdrasil. Et ici, vous avez un passage du Grimnismal, qui est un de ces poèmes de l'Edda poétique, qui dit que le frêne Yggdrasil est le plus grand des arbres. Du coup, de par cette incertitude de quel monde il s'agit, vous allez avoir plein de représentations possibles. Ici, je vous mets juste rapidement quelques-unes de ces représentations possibles qui ont eu lieu, où on voit bien cette tentative d'essayer de chercher une représentation, alors que vous êtes déjà au 19e siècle, d'un système, puisque nous avons aussi des descriptions avec certaines des racines qui vont dans tel et tel monde, différents, et essayer d'unifier à travers ces différentes représentations, de trouver une solution qui permettrait de lier tous ces récits-là. Mais au final, la recherche d'un système cohérent, justement, qui permettrait d'unifier chacun de ces textes-là, chacun de ces poèmes, s'avère non seulement infructueuse, mais à mon sens oublie
de prendre en compte que ces récits n'ont pas la même intention derrière chaque passage et qu'ils émanent de contextes très différents. On mentionnait justement cette question de la variation de la diversité des différents lieux, périodes. Du coup, aucun texte ne dresse une liste précise des 9 mondes ou ne développe cette question. Toutefois, cette idée d'une cosmologie comprenant 9 mondes est très ancrée dans les représentations contemporaines et participe un petit peu à cette fascination. Ici, justement, dans toutes ces représentations, on retrouve également cette possibilité de liberté, puisque pour certains de ces mondes, nous avons juste la mention. Par exemple, si on prend Alfheim, le domaine des elfes, nous avons également le domaine des elfes de lumière, c'est comment est-ce que vous représentez un tel monde. Les créateurs, justement, réalisent qu'il y a des œuvres contemporaines, il n'y a pas vraiment de représentation qui existe. Du coup, toute une liberté s'offre à eux. Par exemple, il y a ce choix de partir cette idée de lumière et de tout construire autour. C'est dans le jeu God of War, c'est un petit peu ce qui a été fait. Ils ont mis un temple de lumière au centre, qui est l'unique source de lumière, et toute la végétation de ce monde gravite autour de ce lieu. Et du coup, ça permet également une certaine liberté aussi de mettre une esthétique spécifique à chaque monde et à créer justement des univers relativement différents pour chacune de ces représentations. Et nous voyons bien justement dans cette question de ces 9 mondes à la fois un aspect qui est lié à cette liberté qu'offre cette mythologie nordique, mais également aux différents codes esthétiques des périodes qui ont précédé. Et justement, c'est là-dessus que je vous propose de terminer. On notait au début de cette conférence les variations, diversité liées aux mythes nordiques. Ces mythes et les êtres qui la composent sont, on peut dire, organiques. Il y a une certaine... ils font l'objet de variations, de diversité, d'évolution, et la recherche d'un système cohérent qui unifierait et concilierait les différents textes, justement, ôte un petit peu toute la richesse justement de ces récits et de leur usage. Ce sont des récits, je notais tout à l'heure que justement c'est la seule définition sur laquelle on peut s'accorder pour le terme de mythe, que ce sont des récits, mais des récits qui évoluent en fonction de leur contexte d'énonciation. Alors les œuvres contemporaines que nous avons vues poursuivent ces variations et diversités avec l'usage de motifs qu'ils peuvent développer, actualiser, abandonner, voire créer. Ces œuvres puissent au final dans tout un imaginaire lié au Nord, à la mythologie aux Vikings. Alors, par exemple, si on pense à cette mythologie nordique, on va notamment, et au Nord, on va penser au froid, à la neige, au fjord, au casque à cornes. Du coup, il y a toute cette ressource de motifs à leur disposition. Et je propose de terminer justement avec une des œuvres qui se nomme The Sword of Summer. Du coup, excusez-moi, je vais juste vous retrouver la représentation, qui est de Magnus Chase. Alors, pour celles et ceux qui ont le nom Rick Riordan vous dit peut-être quelque chose, pour celles et ceux qui ont lu Percy Jackson. C'est l'auteur de Percy Jackson qui a été amené à également développer, à revenir sur d'autres mythologies. Et nous avons notre protagoniste principal qui se retrouve au Valhalla. Et durant la visite qui est effectuée par Gunilla, c'est la chef des Valkyries, il va découvrir, du coup, dans la Valhöll, ce lieu de la mythologie nordique, il va découvrir différents lieux, dont un magasin Ikea. Je cite, « Nous sommes passés par un supermarché, une boutique de vêtements, avec les derniers articles vikings à la mode, et un magasin Ikea, entre parenthèses, naturellement. » Alors cette entreprise de meubles d'origine suédoise est devenue au XXIe siècle un emblème de la Suède. Et sa mention seule
suffit à évoquer tout un imaginaire du Nord, faisant également appel à d'autres motifs qui sont associés au Nord, comme celui, par exemple, du design. Et son évocation, elle a un certain rôle. Du coup, ici, nous sommes dans une série de 4 œuvres. C'est le premier volume. C'est la première introduction que nous avons à cette mythologie nordique, à cet univers dans lequel l'auteur Rick Riordan nous plonge. Et cette mention d'IKEA permet de familiariser le lecteur contemporain avec cet espace mythologique en lui apportant un point de repère à travers un motif nordique reconnaissable. Et justement, c'est ce que font au final toutes ces œuvres que nous avons pu voir ce soir, qui piochent au final dans tous ces différents motifs, afin, en fonction des besoins de l'œuvre, de l'attente du public, auquel il cherche aussi à répondre, de l'intention ou de l'imaginaire des créateurs ou des acteurs décisionnels, puisque beaucoup de ces œuvres sont issues d'une multitude d'acteurs décisionnels différents. Voilà. Du coup, ainsi, à l'instar du magasin IKEA découvert par Magnus Chase au Valhalla que je viens de vous présenter, j'espère avoir pu vous fournir un manuel de montage, un point de repère pour mieux vous guider à travers les méandres des mythes nordiques. Et je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci beaucoup Pierre Brice. Avant de passer à la séance d'échange et autour des questions, on a oublié de vous mentionner que notre amie Valérie de Scientia est à l'arrière avec toute une série de bouquins. C'est une sélection d'ouvrages sur la mythologie nordique. Et notamment, on a aussi le bouquin écrit par Pierre Brice, Dieu et personnages de la mythologie nordique. Donc n'hésitez pas, allez là, il y a pas mal de livres fort différents. Voilà, on va passer à la séance de questions si tu veux bien. Mmh. Alors, qui ouvre le bal? La première question étant la plus difficile à trouver. Oui. Alors, je vais vous demander, quand je vous passe le micro, de bien le mettre près de la bouche, sinon le son ne passe pas bien. Oui, bonjour. Bonjour. Vous entendez? Oui, plus près. Voilà. En fait, j'ai une question de réflexion. La mythologie donc, nordique, les textes, c'est assez récent, enfin 1300, on n'a pas beaucoup d'informations. Est-ce qu'on n'a pas donné trop de pouvoir maintenant à Marvel et tous ces nouveaux médias pour casser l'imaginaire et dire voilà, Thor il est comme ça, lui il a des tresses, l'autre a tatouage. Est-ce qu'on ne leur a pas donné trop de pouvoir finalement? Parce que moi, si on me dit Thor, maintenant je vois Marvel et je me dis voilà, il est comme ça. Je sais pas. Hein. Tout à fait. Je vous remercie pour cette question. C'est une véritable réflexion. C'est par exemple, je mentionnais avant les Valkyries. C'est pour ça que j'ai choisi de cela. C'est aussi une question qu'on se pose en fait. De nos jours, quand je parle de Valkyries, le simple fait que je vous ai présenté des images de Karl-Emil Doppler participe un petit peu à cet imaginaire. Et voilà, il y a différents biais cognitifs qu'il fait, mais à force de présenter à chaque fois ces images que l'on a, puisque nous n'avons pas vraiment de représentations pour lesquelles nous sommes certaines qui appartiennent, on utilise très fréquemment des représentations qui sont issues beaucoup du 19e siècle, mais aussi par, voilà, en lien notamment avec les cours. Je sais, voilà, il est aussi possible des fois de faire appel à des représentations plus contemporaines, mais du coup, c'est vrai qu'on participe un petit peu à cet imaginaire. Nous-mêmes, en fait, on est liés à cet imaginaire. Du coup, il y a toute cette question de l'impact, effectivement, que cela. C'est une véritable question. Justement, c'est, au final, même dans les ouvrages d'introduction, dès que vous avez des œuvres, il faudrait littéralement ne pas marquer Valkyrie ou marquer Odin, il faudrait simplement marquer figurine, puis après lister les différentes hypothèses. Après, j'avoue, c'est moins vendeur également. Du coup, il y a aussi tout ce côté-là, tout à fait. Et c'est un petit peu comme un autre des aspects qui est assez intéressant auquel... je vais peut-être prendre des questions avant de partir vers diverses digressions. Mais un de ces autres aspects qui est assez fascinant, c'est celui, par exemple, de l'aurore boréale, qui est devenu un petit peu très emblématique de ce Nord. Alors vous avez même des traductions de l'Edda poétique qui présentent une magnifique aurore boréale. Si vous regardez plusieurs de ces séries, de ces films, vous allez retrouver souvent ce thème de l'aurore boréale. Ce qui est assez intéressant, c'est que l'aurore boréale, elle est complètement absente de nos sources, de nos textes
sur la mythologie norrois, en fait, même tout court. En fait. Les premières mentions que nous avons, c'est dans ce qu'on appelle le miroir royal. C'est un récit du XIIIe siècle, entre un dialogue entre un père et un fils, où ils vont parler de ces lumières du Nord. Mais ce qui est assez fascinant, c'est que un des emblèmes de ce Nord de nos jours, qui est l'aurore boréale, est complètement absente de nos récits. Pourtant, voilà, on va le retrouver dans ces représentations, ça va participer à cet imaginaire. Et du coup, ça va donner lieu à, par exemple, il y a une collection, il y a des interprétations romantiques à l'époque, c'était la mythologie de Thomas Bulfinch, qui va participer, qui va présenter certains de ces récits, où il va notamment décrire cette croyance viking, du coup, entre guillemets, croyance viking, selon laquelle les aurores boréales seraient le reflet des armures des Valkyries. Si vous allez chercher en ligne, si jamais vous vous intéressez à faire une croisière un jour dans le Nord, etc., vous allez sur les différents sites, on va vous parler des différentes traditions, différentes croyances vikings, etc., et vous allez systématiquement le retrouver. Et du coup, il y a aussi cet attrait, c'est-à-dire, c'est tellement surprenant de ne pas avoir de mention qu'on y croit en fait à cette légende viking qui au final provient entièrement du 19e siècle. Voilà, du coup ici, c'est vrai que cette question que vous soulevez, très pertinente au sujet des représentations, est essentielle en fait. Merci. Quelqu'un désire poser une autre question? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, je me trompe peut-être, mais si je me souviens bien, j'ai dû lire qu'Hitler a démarré un peu son idéologie en prenant une revue qui était déjà dans les années 10, comme ça en Allemagne, et qui reprenait cette idéologie nordique. Et tout est parti un peu de ça, quoi. On n'en a pas du tout parlé dans la première conférence, ni ici non plus. Et bon, si je ne me trompe pas non plus, les uniformes allemands ont bien des runes voilà, qu'ils utilisent ça. Je ne sais pas comment ça a pu passer d'un truc super imaginaire comme ça à finalement une idéologie bien carrée. Donc voilà, c'était un peu ce que j'avais. Oui, non, tout à fait. Là-dessus, c'est vraiment, il y a toute une question de la réception au final. Il y a de véritables enjeux aussi identitaires qui vont être liés, c'est-à-dire au fur et à mesure, vous allez avoir tout au long. Excusez-moi, je retrouve juste une certaine hétérogénéité de ce Nord et justement de cette mythologie nordique. Vous allez avoir de nombreuses valeurs, visions qui vont être assignées à cette mythologie nordique, qui va servir, on mentionnait, au XIIIe siècle de capital culturel. Au XIIIe siècle, pourquoi en pleine période chrétienne, en tout cas, on se met à préserver ces récits-là. Il y a aussi un attrait afin de sauvegarder ces récits-là qui se transmettent de manière orale. Il y a tout un débat là-dessus. Mais il y a aussi des enjeux vis-à-vis de la couronne norvégienne. Du coup, c'est par exemple lié à toute la... Je parlais de Snorri, c'est un manuel de poésie skaldique. Les skalds vont travailler auprès des rois, des chefs, notamment norvégiens. Et du coup, il y a une volonté de les former. Alors pourquoi, je n'ai pas trop développé là-dessus, mais pourquoi justement on a besoin de cette mythologie-là? C'est parce que la poésie skaldique repose sur plusieurs principes, dont l'allitération, par exemple, qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes, exemple d'une allitération S imitative, mais également par les Heiti et Kenning. Heiti, c'est une sorte de synonyme, Kenning, une sorte de métaphore. Par exemple, plutôt que de dire, si je parle de la forêt de la joue, ça désigne la barbe. Mais là-dessus, où c'est un peu plus complexe, c'est plutôt que de dire or, on va parler de la chevelure de Sif. Pourquoi? Et Snorri explique qu'il y a tout un récit où Loki a coupé la chevelure de Sif. Thor, il n'est pas très content. Et du coup, Loki, afin d'éviter de se faire broyer par Thor, va demander aux nains de construire, et donc ils vont notamment construire une chevelure qui pousse d'elle-même. Et c'est l'origine, on pourra revenir, si vous le souhaitez, là-dessus, des différents attributs, objets comme Mjolnir, la lance. Voilà, du coup ici, pour cela, nous avons besoin de ces éléments. Du coup, il y a ce côté-là. Vous allez aussi avoir d'autres valeurs de contre-antiquité, c'est-à-dire notamment au XVIIIe, XIXe siècle. Ça va servir de contre-antiquité vis-à-vis des classiques gréco-romains, notamment pour la construction des nations au XIXe siècle,
On va vraiment puiser dans cette mythologie qui va dès lors être associée, c'est là aussi à l'espace germanique. Et il y a plein de raisons pour laquelle nous avons certaines attestations, certains liens bien entendu, mais aussi cette vision que le Nord, c'est une sorte un petit peu de congélateur. Ça permet de conserver des récits. Et un peu cette vision que, c'est d'ailleurs Jacob Grimm qui disait qu'il espérait que le fait de se réapproprier ces mythes nordiques, que les Scandinaves allaient quand même l'accepter parce que, du coup, il présentait la chose de la manière que le Nord a préservé les récits germaniques. En échange, les Scandinaves peuvent dire qu'ils sont issus d'une tradition très ancienne germanique. Ça n'a pas vraiment été un succès complet, voilà. Mais cette appropriation que nous allons avoir germanique s'est fait également en France. Nous avons une appropriation aussi en France, en Rhin, en Russie, en Allemagne, en Grande-Bretagne, plein de... Aux Pays-Bas, nous allons également avoir toute cette... au niveau de la frise, etc., toute cette appropriation, du coup, qui vont utiliser ces récits anciens, et notamment ces récits de la mythologie. Et elle va servir effectivement, du coup, de matériau pour cette construction des nations, mais également, du coup, de source de la propagande. Et durant les deux guerres, nous en avons déjà durant la Première Guerre mondiale, où Thor va être de plus en plus associé à l'espace germanique. Et ça va être repris. Et vous allez avoir notamment aussi, elle va servir parmi d'autres justement d'emploi idéologique nazi durant le Troisième Reich, tout à fait. Et par la suite aussi de resémantisation au sein de groupes conservatistes, d'extrême droite, et nationalistes et prémacistes, mais également de mouvements religieux, c'est-à-dire dans le cadre de néopaganisme, mais aussi de motifs pour la fantaisie, sous l'impulsion de William Morris et de Tolkien, ou de sources d'inspiration pour le genre musical, du métal. Voilà, du coup, effectivement, on a une immense diversité qui témoigne un petit peu de la plasticité, je parlais d'organicité, de cette plasticité, de cet imaginaire du Nord médiéval, et de cette capacité à avoir différents sens qui vont lui être attribués. Et c'est notamment ce que vous notiez qui va être le cas durant le Troisième Reich, tout à fait. Merci. Quelqu'un désire poser une autre question? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je me demandais si on associait le frêne à quelque chose de particulier, parce que chez les Scandinaves, donc c'est le frêne Yggdrasil, qui est ce qui permet d'organiser les 9 mondes. Et par exemple, dans la cosmogonie grecque, quand Gaïa met au monde les premiers enfants, les premières nymphes à débarquer sur Terre sont les Méliades, les nymphes des frênes, justement. Et donc, je me demandais s'il y avait un lien de quelque chose avec cet arbre-là. On sait que les plantes et les arbres sont associés à certaines caractéristiques. Et donc, je me demandais si le frêne, c'était quelque chose qui avait lieu avec un monde ordonné, qui venait du chaos et qu'on ordonnait ou quoi que ce soit. Oui. Alors, non, très bonne question. Il y a beaucoup de questions comme cela qui se posent. Il y a plein d'éléments de réponse. C'est-à-dire, on n'a aucune attestation qui permettrait de répondre « oui, il y a un lien vis-à-vis de telle ou telle vision ». C'est-à-dire, très souvent, un petit peu dans ces approches comparatistes, il y a plusieurs solutions. Soit il y a un lien direct, par exemple, notamment avec un fond indo-européen de certains récits, du coup, notamment du frêne qui est attribué. Il peut y avoir une influence, en fait. Comme nous avons vu, il y a ces contacts-là et les récits gréco-romains sont également connus. Il y a des échanges, il y a des réseaux qui sont présents, qui ont pu inspirer, notamment lors de la mise par écrit au XIIIe siècle, se fait aussi par des auteurs qui sont conscients et qui connaissent ces différents récits. Du coup, il peut aussi avoir une influence. Ça peut aussi être lié au hasard. Du coup, ici, je reprends juste du Mésil avec les différentes possibilités qui peuvent être liées. Tout à fait. Mais là-dessus, du coup, c'est plus un champ des possibles. Mais c'est vrai qu'on n'a pas d'explication directe qui permettrait de montrer un lien entre les deux. Mais vous avez beaucoup de parallèles comme ça qui, effectivement, existent entre les différentes mythologies, et notamment la mythologie gréco-romaine, liées soit à un certain fond indo-européen qui survit, soit liées à des parallèles au hasard, soit liées aussi à une connaissance, au final, de certains de ces récits qui ont pu influencer. De rien. Moi, j'ai une question. Oui. J'étais frappé, je ne connaissais pas du tout la mythologie scandinave, j'étais frappé par le fait que les dieux, finalement, meurent dans le récit. C'est quand même assez incroyable, parce que dans notre culture, le dieu, c'est le synonyme de l'immortalité.
Oui. Et donc, ça se passe comment une fois que les dieux meurent dans l'histoire? Les humains fonctionnent sans Dieu? Oui, alors il y a certains dieux qui vont revenir en fait par la suite du coup des dieux qui sont notamment une divinité qui est déjà mort, Baldur, qui va revenir du domaine de Hel. Du coup, il y a différents domaines des morts. Il y a toute la question combien de domaines des morts il y a. Il y a notamment pour les êtres humains, il peut y avoir pour certaines divinités, il y a justement Hel qui est le domaine. C'est une des progénitures de Loki qui s'occupe de ce domaine des morts. On dit généralement ce sont les morts de vieillesse et autres. Il va y avoir le Valhalla notamment lié, aux guerriers. Du coup, il y a déjà Baldur, mais il y a aussi d'autres divinités qui vont survivre en fait. Et ce sont surtout les fils d'Odin, les fils de Thor, qui vont survivre et du coup qui vont hériter un petit peu de la terre avec aussi l'humanité. On pourrait se dire, voilà, nous avons cette scène du Ragnarok où le monde est détruit par le feu. En fait, nous avons ce géant de feu, Surtur, avec son épée, qui détruit le monde. Et nous avons un renouveau avec une sorte, un petit peu, on pourrait se dire, voilà, un peu un monde idéalisé, mais en même temps, nous avons un fameux dragon. En fait, sur cet arbre Yggdrasil, il y a un dragon qui mange les racines de cet arbre. Et ce dragon, il est présenté dans un des poèmes comme étant présent dans cet après-Ragnarok, portant justement des cadavres avec lui. Et du coup, il y a toute cette question, un petit peu de cet aspect où ce qui est associé, on va dire, peut être associé en tout cas au mal, survit également. En fait, ce n'est pas simplement un monde idyllique qui est présent. Voilà. Et voilà, du coup, il y a vraiment cette vision, mais pas d'un monde cyclique. Ce n'est pas cette idée non plus d'une sorte de renouvellement où il va y avoir plusieurs Ragnarok, etc. C'est vraiment un aspect plus linéaire, mais d'un futur qui va venir. Voilà. Une autre question, oui? Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est par rapport à la statuette de la femme que vous disiez. Donc, ça peut être interprété comme une valkyrie. Oui. Mais est-ce que ça ne pourrait pas être aussi interprété comme les femmes guerrières? Donc, on a retrouvé dans des tombes des sépultures de femmes avec des habits purement féminins, des bijoux féminins, mais aussi, dans de rares cas, épées, boucliers, lances, même parfois casques et armures pour les plus fortes qui ont été retrouvées justement dans ces tombes. Donc est-ce que justement ces petites statuettes ne seraient pas aussi un hommage à ces femmes guerrières et ont introduit les premières valkyries peut-être, ils sont mortes au combat peut-être, mais n'étant pas des hommes, peut-être ne pouvaient pas vraiment avoir leur place au Valhalla, mais l'avaient quand même gagné à la force du bras. Tout à fait. Là-dessus, c'est vrai qu'on touche à une question qui est assez fascinante et qui a donné lieu à beaucoup de débats. La tombe que vous mentionnez, c'est notamment la BJ 581, qui avait été classifiée comme étant une tombe d'un guerrier et où la question s'est posée, est-ce que nous avons affaire à une tombe d'une guerrière? Toute la question se pose également, est-ce que, dès qu'on trouve, ce qui est assez intéressant, et c'est pour ça que ça a donné lieu à des réflexions très intéressantes, c'est pour ça que les études du genre ont aussi amené une nouvelle vision vis-à-vis justement de cette société, qui reste une société très patriarcale, quand même une société guerrière, qui est présente. Et souvent, quand on retrouvait des armes dans des tombes féminine, on allait plus l'associer peut-être à un aspect symbolique de l'arme, etc., ou de données, etc. Ça a permis de reposer cette question, justement, des femmes guerrières qui sont présentes. Alors, la vision des femmes, justement, à l'âge viking, en tout cas par les sources norroises que nous avons, diffère grandement en fonction des sources sur lesquelles vous avez. Vous n'avez pas une représentation des femmes, mais en fonction du type de saga, différentes visions qui peuvent être représentées, certaines qui vont condamner un petit peu cette idée de femme guerrière, d'autres qui vont un petit peu, justement au contraire, le mettre en avant. La réalité, c'est que même pour la tombe BJ 581, la question reste, c'est-à-dire l'article duquel tout est parti, toute cette reconsidération, note bien que c'est une des interprétations possibles. En fait, ce sont des études qui sont assez
complexe. On ne peut pas répondre à 100%. Oui, c'était une tombe d'une femme guerrière. Cet aspect-là, j'ai un peu occulté qu'il y a quand même le doute qui est précisé dans l'article, qui est présent, mais tout à fait. Ça pourrait entièrement. C'est-à-dire, ça répond aussi à cet attrait de ce Nord. Si nous voyons un petit peu de nos jours, cette mythologie nordique, il y a un aspect, je parle d'altérité identitaire. Il y a une notion que j'ai développée de médiévalisme boréal, où je montre un peu cette altérité, qu'en fait, ce Nord se fait en altérité avec le médiévalisme, avec occidental, avec toute une série, au final, d'aspects dichotomiques. En fait, si vous allez avoir la hache qui va être associée au Nord vis-à-vis de l'épée. Vous allez avoir notamment l'usage de l'alphabet latin, l'usage des runes. Vous allez avoir la nature sauvage vis-à-vis des châteaux forts et autres. Vous allez avoir plein d'éléments comme ça qui vont être opposés. Et notamment, un de ces éléments-là, c'est la place de la femme. Et ça permet, de nos jours, tout à coup, d'avoir une reconsidération de la place de la femme et des femmes et de leur rôle dans des séries où les femmes participent. Si vous prenez la série Vikings, elle est complètement représentative, où elles participent aux attaques, elles participent à l'organisation, au gouvernement, ce qui est également attesté. Là-dessus, on a des attestations, effectivement, aussi, mais qui vont participer, qui vont vraiment prendre part, et où il y a une ascension sociale qui est possible. On retrouve chez Ragnar cette ascension, mais la Garça, c'est exactement la même chose. Nous avons complètement une ascension sociale qui est représentée dans la série Viking. Et du coup, tout d'un coup, avec ce Nord, on a cette altérité identitaire. Ce Nord, il est en Europe, mais il est à l'extérieur, en fait. Et du coup, il a cette possibilité-là, il a cet attrait d'être une mythologie, d'être des récits avec lesquels on n'est pas trop familier. Alors, je ne sais pas si ça a changé, mais en tout cas, à mon époque, on ne parlait pas de mythologie nordique au collège ni au lycée. Du coup, généralement, c'est quelque chose qu'on va découvrir par les séries, par les films, par les jeux vidéo, en lisant, etc., par Nota Bene. Voilà, on va être plongé dessus. Et du coup, il y a un certain attrait par cette mythologie qui est moins connue, et en même temps, qui fait partie de l'Europe, un petit peu à l'extérieur. Et du coup, tout d'un coup, quand on parle de ce Moyen-Âge, le Nord permet justement aussi de projeter des valeurs contemporaines liées à la société. Si de nos jours, il y a un tel usage, c'est également lié, il y a aussi tout un contexte contemporain auquel ce Nord permet de répondre, en fait. Du coup, il y a ce double discours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de femmes guerrières. Ça veut aussi dire que cette présence et cette représentation qu'il y a également lié à ce contexte-là, et qui est très utile puisque ça permet de re-questionner, et je pense que tout re-questionnement est essentiel. C'est par exemple toutes ces représentations que vous allez avoir de lier systématiquement telle figurine, c'est une Valkyrie, parce qu'on a quelqu'un qui a un marteau, du coup c'est Thor, puisque nous avons un serpent, du coup c'est le serpent de Midgard. C'est essentiel justement de reposer ces questions-là, et tout à fait, ces questions de représentation de femmes, déjà de femmes, c'est-à-dire on part du principe, il y a aussi un requestionnement qui est possible de la robe, d'une chevelure nouée. Systématiquement associée aux femmes, on peut aussi se poser la question, effectivement, s'il n'y avait pas un certain biais qui a été présent dans certaines associations. Mais là-dessus, ça pourrait très bien représenter aussi un ancêtre, une guerrière, etc. Tout à fait. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je touche encore à quelques médias. Vous m'entendez bien ? Oui, pardon. Donc je disais, je touche encore à quelques médias liés à cet univers nordique viking. Je joue à World of Warcraft, j'ai joué à God of War, j'ai vu quelques séries, j'ai vu Thor. Et il y a un aspect qui me choque, qui m'a choqué, qui me choque encore, et je suis très content de pouvoir poser la question du coup. C'est la représentation d'Asgard. Sans être une généralité, il y a quand même une récurrence où Asgard est représenté de manière futuriste, presque technologique. Et je me demandais si cet aspect, peut-être que d'autres ont déjà remarqué également ça, si vous l'avez remarqué vous, est-ce qu'il y a une origine à cela, cet aspect futuriste, technologique d'Asgard, pour des textes qui sont pourtant excessivement vieux ? S'il y a différents aspects, Marvel a beaucoup contribué
à cette représentation-là, à partir du moment où Marvel a quand même été à travers les différents comics, a quand même été justement un de ces univers qui a vraiment développé toute l'esthétique liée à ce Nord. Ça va participer. C'est également lié à cette intemporalité des divinités, à cet imaginaire des divinités qui appartiennent à un passé, mais dès que l'on va penser justement aux divinités, on va les extraire de leur temporalité. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des divinités qui interagissent au XXIe siècle, des divinités qui interagissent entre elles, des divinités de panthéons d'univers différents, que ce soit de la mythologie grecque, romaine, égyptienne, qui vont interagir entre eux, alors qu'on parle d'univers, de communautés qui sont très éloignées les unes des autres, parfois, en termes de temporalité, en termes d'espace. Du coup, il y a déjà tout cet imaginaire, cette liberté possible par cette intemporalité des divinités sur lesquelles on peut projeter beaucoup d'éléments, en fait. Et du coup, il y a certains codes qui s'installent au fur et à mesure, et notamment cette vision d'Asgard, vous pensez aussi avec cette grande élévation, cette splendeur telle qu'elle est représentée, qui fait d'ailleurs même penser à la cathédrale de Reykjavik, etc., en termes de représentation, qui va être liée à l'aspect futuristique. Je pense que c'est déjà pour mettre en avant cette splendeur et cette élévation et autres, mais c'est notamment dû à certains codes esthétiques qui se mettent en place, notamment à travers Marvel. Voilà, où va y avoir. Après, il y a certains autres univers qui essayent de renverser la chose. Il me semble que c'est dans God of War, où au contraire, c'était plus les géants qui étaient associés à une civilisation avancée. On peut aussi penser dans d'autres où c'est les nains, au contraire, qui sont associés à cet aspect technologique, vers lesquels on va justement leur donner cette avancée technologique qui va être mise en avant. Voilà. Quelqu'un désire poser une dernière question, monsieur ? Bonsoir. Bonsoir. En fait, vu tout ce qui a déjà été dit, est-ce que la vision que nous avons de l'époque viking n'est pas tronquée parce que les faits qui sont relatés datent du XIIIe siècle, donc d'une période chrétienne? Est-ce que ça n'a pas joué dans la vision que nous avons des Vikings? Je vous remercie pour cette question. Alors, oui et non. C'est-à-dire que il n'y a pas uniquement les sources du XIIIe siècle. Alors, certaines des autres sources ne sont pas non plus idéales. Si on pense aux sources contemporaines, on va penser aux annales, aux chroniques, aux vitae. Généralement, ce sont les gens qui ont subi un petit peu certaines de ces invasions, attaques et installations vikings. Généralement, ils ne vont pas présenter les vikings toujours dans des sens. Mais nous avons d'autres sources. Par exemple, nous avons Ibn Fadlan, qui, avec sa Risala, qui va présenter un groupe, les Russes, de la Volga, qui vont être associés justement aux vikings. Il y a des questions là-dessus. Où il y a une description relativement intéressante, aussi même de certaines pratiques religieuses qui vont être présentées. Nous avons également l'archéologie, qui va être, que ce soit à travers les différents artefacts, mais que ce soit également à travers les différents bâtiments. Alors très souvent, ce sont plus des traces de piliers que nous allons retrouver dessus, mais nous avons également la toponymie, qui vont également nous donner des informations très précieuses. Et c'est justement en liant l'ensemble, c'est-à-dire à la fois la culture matérielle, que ce soit à travers les représentations, les artefacts, l'archéologie, la toponymie, les sources qui sont issues du Nord, mais qui sont ultérieures, comme les sagas, les Eddas, qui datent du XIIIe siècle, mais également les inscriptions runiques, qui nous permettent d'avoir quelques informations, qu'on arrive à se faire une image. Et c'est un petit peu justement, c'est là-dessus, de prendre conscience, vous parliez du christianisme, que on n'a pas entendu le XIIIe siècle pour être influencé par le christianisme. En fait, le christianisme, cette idée un petit peu d'un Nord qui serait séparé du reste, l'âge viking, s'inscrit aussi dans une Europe et dans un monde, soit du Proche-Orient, de l'Asie, etc., qui est très connecté. Il y a des réseaux, il y a des routes qui existent. Ce n'est pas pour rien que vous retrouvez, par exemple, une statue d'un Bouddha qui se retrouve en Scandinavie, à l'âge viking. Vous retrouvez des pièces de différents lieux également, qui vont être... Du coup, il y a tout cet aspect des réseaux et d'une connaissance, en fait, d'autres religions qui ont pu exister. Du coup,
là-dessus, de plus en plus, on pense en termes de moins cette idée pour la mythologie nordique de reconstruire une mythologie qui aurait été absente de toute influence, puisqu'il n'y en a pas, et on s'intéresse plus aux récits tels qu'ils nous sont parvenus, qu'est-ce qu'ils disent de leur époque, de leur contexte, etc. Et pour les Vikings, justement, c'est en croisant toutes ces sources-là, on essaye d'avoir une vision, on va dire, la moins tronquée, la moins influencée possible. Merci pour la question. Voilà, je pense qu'on pourrait continuer toute la nuit, éventuellement prendre une dernière. Si pas, on peut continuer à discuter plus bas. La toute dernière. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, j'avais une petite question par rapport à la représentation des casques à cornes et en lien avec Odin. Et où j'ai vu quelques figurines en Suède, notamment à Upakra, où on voit les terminaisons des casques, où on a l'impression que c'est une tête d'oiseau. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il ne serait pas possible qu'à l'époque, on ait voulu représenter en fait les Hugin et Munin, les deux corbeaux d'Odin, en lui mettant une image dans ce sens-là? Oui, merci pour votre question. C'est vrai que j'avais eu peur d'être un peu pris par le temps, et du coup, c'est vrai que je m'étais un petit peu plus précipité. J'essaie juste de vous retrouver la représentation en question. Vous pensez notamment, entre autres, à celle-ci. Alors, en dehors de l'âge du bronze, on a différentes statuettes et différents motifs qui vont présenter un être. La question, est-ce qu'il s'agit d'Odin ou non, avec des cornes aplaties. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'elles sont aplaties. Et notamment, ces représentations, on va également les retrouver en dehors de celle-ci sur ce qu'on appelle des représentations que l'on nomme les danseurs armés. J'essaie juste de voir si je vous avais prévu une de ces représentations-là. Voilà, ces danseurs armés qui datent pour certains déjà aussi de la période avant l'âge viking, du coup entre 550 et 790, c'est la période de Vendel, et d'autres de l'âge viking. Il ne s'agit pas forcément effectivement de cornes. Ça peut représenter des serpents, voire des dragons. Et justement, cette même remarque peut être aussi posée sur la figurine du parka, de Lévide que vous mentionniez, etc., qui sont associés traditionnellement au dieu Odin. Alors, étant donné que ce n'est pas systématiquement, si maintenant nous avions systématiquement ces représentations, justement, protubérances liées au casque, aplaties, qui étaient liées à une figure que l'on pourrait associer à Odin, oui, on pourrait se poser la question effectivement s'il s'agit du Genmuni. C'est une des interprétations qui est possible, puisque cette question justement, est-ce que nous n'avons pas à la fois serpent, dragon, voire un autre type d'être qui est représenté, c'est une des possibilités, tout à fait. Je vous remercie pour cette remarque. Voilà, en tout cas, on tenait vraiment à te remercier parce que c'est un sujet absolument étonnant et ça donne vraiment envie de poursuivre l'exploration. Donc mille merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. À toutes et à tous. Merci. Et je vous rappelle donc nos collègues de Scientia avec une sélection de conférences sur le sujet. Merci.